Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Mais tout d'abord, en cette nouvelle année 2025, je souhaitais du fond du cœur vous adresser tous mes meilleurs vœux. Et il y a une formule que j'aime beaucoup, qu'on retrouve dans la tradition tibétaine, bouddhiste tibétaine. Alors c'est pas pour la nouvelle année, mais ils ont une façon de faire les vœux qui est très belle, je trouve, qui est: puissiez-vous être libérés de la souffrance et de toutes les causes de la souffrance, et puissiez-vous ne jamais être séparés du bonheur et des causes qui causent ce bonheur. Voilà, et il me semble que ça résume bien tout ce qu'on peut souhaiter de mieux à des personnes. Donc dans ce deuxième épisode qui en fait est la suite du premier épisode sur le pervers narcissique, et que j'avais nommé Une vie sous emprise. Dans cette deuxième partie, je souhaitais aborder l'après, c'est-à-dire que je l'ai nommé partir n'était qu'un début, parce que effectivement, si je me suis libéré moi de cette ex-femme pervers narcissique, nous avions toujours 2 enfants en commun, donc forcément, obligatoirement encore un lien. Et si je me doutais que les choses seraient pas forcément faciles, j'étais quand même loin de m'imaginer que ce serait si compliqué, si long, et qu'elle était capable d'autant de malveillance pour essayer de nuire et arriver à ses fins. Si vous vous souvenez du premier épisode, j'avais expliqué que la séparation, je l'avais préparée dans ma tête pendant des mois pour savoir ce que j'allais dire, ce que j'allais proposer, pour pas la braquer, aller un peu dans son sens pour qu'elle accepte certaines choses qui, moi, me semblaient essentielles pour protéger mes enfants et faire en sorte que aussi la procédure ne soit pas trop longue. Donc effectivement, une fois séparés, ça a été assez rapide. Donc la séparation s'est faite en février 2011. Le divorce a été prononcé en juin 2011. Donc ça a été un divorce par consentement mutuel, parce qu'elle était assez d'accord à ce que j'avais proposé. Vu que je laissais quasiment tout ce qui était matériel et financier, c'est ce qui l'arrangeait le plus. Donc moi, j'ai pu négocier la garde alternée, parce qu'à cette époque, c'était pas encore évident, la garde alternée, surtout avec des enfants qui étaient quand même en bas âge. De plus, à cette époque, j'avais changé de voie professionnelle, j'étais justement en pleine formation, c'était un diplôme qui se faisait sur 1 an et demi. Donc financièrement, effectivement, j'étais bien plus juste. Donc ça m'a permis, malgré tout, de pouvoir avoir mes enfants au moins 1 semaine sur 2. Donc les tout premiers mois de la séparation ont été assez calmes, j'ai envie de dire. Moi, j'essayais doucement de reprendre ma vie, de reprendre aussi contact avec des personnes que j'avais perdues pendant des années, de retrouver une vie sociale. Et de son côté, mon ex-femme, elle, du coup, avait le champ libre. Elle avait même plus à essayer de faire semblant, de se cacher pour faire exactement ce qu'elle voulait et éviter de faire ce qu'elle ne voulait pas, c'est-à-dire déjà en premier lieu s'occuper des enfants, puisque pendant sa semaine, elle est donnée fréquemment à garder par d'autres personnes, malheureusement des fois des personnes que je ne connaissais pas et que je savais qu'elle connaissait depuis pas longtemps. Parce que ça aussi, c'est une chose que j'ai remarqué, en tout cas chez mon ex-femme, et je pense chez beaucoup de pervers narcissiques. Les amis, c'est quand même un peu considéré comme du consommable pour ces gens-là. Au début, c'est tout beau, c'est tout rose. Tant qu'ils peuvent servir à quelque chose, c'est les meilleurs du monde. Et dès qu'ils en ont plus besoin, ou que la personne, à un moment donné, n'acquiesce pas en totalité à ce que le pervers narcissique peut penser, dire ou vouloir, survient spontanément une embrouille qui s'envenime parfois à des points assez violents, et l'amitié se termine aussi vite qu'elle a commencé. Dans le meilleur cas, parce que parfois le pervers narcissique, il va aussi essayer de
complètement écraser la personne, lui nuire. J'en ai été spectateur, mais malheureusement aussi, c'est comme ça qu'elle a réussi à m'éloigner de certaines de mes amies, en créant des conflits. Donc pour revenir à la chronologie, il m'arrivait moi aussi d'accepter de prendre mes enfants quand c'était pas ma garde, parce qu'à la limite je préférais, déjà ça me permettait de les voir, et puis je préférais les garder moi si j'avais rien, plutôt que des inconnus. Donc jusque-là les choses se passaient, on va dire, pas trop mal, mis à part des plaintes de mes enfants, parce que leur mère était jamais disponible, qu'elle les donnait souvent à garder, qu'elle passait beaucoup de temps sur son ordinateur et son jeu vidéo. D'ailleurs, parfois, c'est l'aîné qui allait la réveiller parce que là, c'était en semaine et qu'elle ne s'est pas réveillée pour les amener à l'école. D'ailleurs, un matin, l'aîné avait vu que sa mère n'était pas réveillée. Il est parti dans la chambre et elle a vu à côté d'elle un homme complètement inconnu qui dormait là. Ce qui avait un peu effrayé mes enfants, hein, âgés de 6 et 3 ans à l'époque. Et puis autant, elle fait ce qu'elle veut quand elle les a pas, mais au moins la semaine où elle les a, qu'elle ait la décence, après, je crois que ça faisait 2-3 mois qu'on était séparés, qu'elle ait la décence au moins de ne pas inviter des complètes inconnus sous son toit avec ses enfants, quoi. C'est pour dire à quel point, en fait, la considération de ses enfants passait au second, voire au troisième plan. Donc, en fait, le premier grain de sable, on va dire, c'est un soir où elle voulait absolument sortir et qu'elle avait nos enfants, donc, où elle me demande, et moi j'étais déjà, voilà, j'avais été invité par des amis, j'étais déjà en soirée, et donc j'ai refusé. Et c'est ce refus qui en fait déclencha, je pense, tout ce qui allait suivre après. Donc déjà la communication commençait à devenir de moins en moins cordiale, se passait de plus en plus par mail, avec souvent des mails un peu provocants, je pense, pour que moi je réagisse d'une manière démesurée et peut-être que je sorte des limites pour elle s'en servir plus tard. Elle commença aussi beaucoup à me dénigrer auprès des enfants, en me mettant sur le dos ce qu'elle faisait et ne faisait pas. Donc encore une fois, on voit bien le pervers narcissique qui essaye de remettre sur l'autre ce que lui fait de mal et de prendre à l'autre ce que l'autre fait de bien. Donc avait commencé cette espèce de jeu de ping-pong où elle me dénigrait, où elle envoyait toujours des mails assassins, reprochant toujours plein de choses. Et moi, essayer de rétablir déjà la vérité par rapport à mes enfants et d'essayer de répondre avec le plus de calme possible pour pas qu'elle puisse s'en servir après, ce qu'elle essaiera de toute façon, hein. Donc, première assignation reçue en 2012, je crois que c'était mi-2012. Donc, presque un an jour pour jour, nous revoilà encore devant le JAF, sous prétexte des droits de la caisse d'allocation familiale. Parce qu'il faut savoir que dans le cas d'une garde alternée, uniquement un seul des parents peut déclarer les enfants auprès de la CAF. Et pendant le divorce, au vu des revenus de chacun, le juge de l'époque avait statué que ce serait moi qui déclarerais les enfants. Donc c'était marqué dans le jugement aussi. Et j'avais toujours dit que si un jour je devais gagner mieux ma vie, eh bien, je lui céderais ses droits. Ce qui n'était absolument pas le cas à l'époque, même si j'avais fini ma formation, je n'avais pas d'emploi stable, je faisais que des remplacements, puisque j'étais maintenant dans le médico-social, alors qu'elle avait un CDI et un emploi quand même pas trop mal payé, en tout cas mieux que moi. Donc j'ai cherché un avocat, et j'ai eu l'immense, et je dis bien l'immense chance qu'on m'ait conseillé
l'avocate qui allait me suivre jusqu'à aujourd'hui. Parce que vraiment, elle a fait un travail remarquable. Et donc, quelques mois après, nous voilà au jour de l'audience. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que vraiment la faille de certains pervers narcissiques, c'est vraiment leur orgueil. Parce qu'elle pensait que je ne prendrais pas d'avocat, qu'on se retrouverait encore face à face que tous les deux devant la juge, sans avocat. Donc elle n'en avait pas pris. Donc ça a été très vite plié, en fait. D'ailleurs, à la fin de la plaidoirie de mon avocat, qui passe en dernier puisqu'on était la défense, elle s'est permis de contredire ce qu'on disait. La juge l'a remis à sa place. Elle s'est mise à contredire la juge. Je pensais même qu'elle allait se prendre un outrage à magistrat. Parce que ça commençait même à devenir virulent. Nous, on est sortis gentiment de la salle. Mais c'est vraiment là où je me suis dit, elle a vraiment un orgueil démesuré pour prétendre savoir mieux que la juge, quoi. Donc bien sûr, le rendu de jugement, elle s'est fait débouter de toutes ses demandes. Donc cette première défaite lui est vraiment restée en travers de la gorge et ça n'a fait qu'accentuer son animosité et son agressivité pour essayer de me nuire toujours plus, quoi. Dans le rendu de jugement, la JAF avait ordonné une médiation donc, entre nous deux. Donc nous voilà une fois toutes les 2 semaines, un mois, en face d'une médiatrice où moi j'essayais de parler des enfants et du rôle de chacun, pendant que mon ex-femme, elle, ne parlait que d'argent et de CAF et de ce qu'elle avait été déboutée pendant le jugement. Donc ça n'a pas duré longtemps, hein, ça a duré 6 mois, où prétextant que moi je devais changer toujours les dates de rendez-vous parce que effectivement parfois j'avais des remplacements qui se faisaient au dernier moment et bon, ma priorité c'était quand même de travailler et de pouvoir assurer une vie à mes enfants aussi. Donc elle a décidé de mettre fin à la médiation. Et par la suite, elle me reprochera que c'est moi qui l'ai fait et que c'est à cause de moi qu'on a arrêté la médiation, bien sûr. À partir de là, c'est donc enchaîné pas mal d'assignations. On était presque dans une moyenne d'une par an. Donc je vais essayer d'aller au maximum à l'essentiel et de donner que vraiment les détails importants, parce que sinon c'est un épisode qui ferait plus de 2 heures, je pense. Donc elle tentera une deuxième assignation en 2013-2014 où là elle va carrément demander la garde pour en fait pouvoir déclarer les enfants à son nom et obtenir les droits de la caisse d'assurance familiale par le biais d'une avocate cette fois-ci, parce qu'elle s'était fait prendre à son propre piège la première fois, forcément qu'elle allait pas renouveler. Donc là, pour justifier sa demande, elle a réussi à produire une pluie d'attestations, alors parfois de gens que je ne connaissais pas et qui m'avaient quasiment jamais vu, que j'avais quasiment jamais vu. Ensuite, elle prétextait des négligences au niveau de l'hygiène et de l'éducation vis-à-vis de mes enfants. Donc me voilà obligé, pour prouver ma bonne foi, d'amener mes enfants chez le médecin pour attester qu'elles étaient en bonne santé physique et mentale quand elles étaient avec moi. Donc ce qui est quand même pas évident, et pour moi en tant que père et pour mes enfants. Et c'est, je crois, ce qui a été le plus difficile en fait pendant toutes ces années, c'est de devoir prouver sa bonne foi. Parce que si vous savez ce que vous faites, si votre entourage sait comment vous êtes, celui qui va juger, lui, ne vous connaît pas, il ne connaît pas l'autre personne, donc il ne sait pas à quel point elle est nocive. D'ailleurs, je pense que les pervers narcissiques sont un peu méconnus des juges, ou mal connus en tout cas. Donc il y a toujours la crainte qu'à un moment donné, votre parole ne soit pas prise au sérieux, malgré tout ce que vous essayez de produire
qui attestent votre bonne foi. Donc là, on est à peu près en 2013-2014. Bien sûr, le résultat, c'est qu'elle s'est fait débouter, encore une fois. Elle retentera encore en 2015 avec les mêmes arguments et demandant cette fois-ci une enquête sociale. Sauf que ce qu'elle n'avait pas compris en demandant une enquête sociale, c'est que l'enquête sociale se fait au domicile de chacun et qu'elle ne serait pas seule à avoir la parole ou que les enfants auraient la parole que quand elles sont chez elles. Donc pour mon avocate et moi, c'était une opportunité et effectivement on a accepté l'enquête sociale. Donc pour vous expliquer vite fait, si vous ne connaissez pas, donc vous avez une assistante sociale qui vient à votre domicile quand vous avez les enfants, qui vous interroge à vous seul pour avoir un peu votre vie, votre parcours de vie, comment ça se passe avec les enfants quand vous les avez. Et ensuite, elle prend chaque enfant à part et on va dire leur pose la question de comment ça se passe, voilà. Et ça aux 2 domiciles. Après ça, l'assistante sociale fait son rapport, l'envoie au juge et aux 2 avocats des parties. Ensuite, vous retournez devant le juge aux affaires familiales avec le rendu d'enquête. Et là encore, je pense par excès d'orgueil, ça lui aura porté préjudice puisque l'enquête révélera que au domicile de la mère, les enfants se font très souvent écho de la parole de cette dernière en fait. Et qu'au domicile du père, que c'était absolument pas la même chose, qu'elle n'avait pas les mêmes propos, que la parole semblait plus libre aussi, moins hésitante. Donc pour moi, cette enquête sociale en fait sera un élément déterminant même pour la suite, parce qu'on s'en resservira puisqu'il y aura d'autres assignations après. Donc là voilà encore une 3e fois avec toutes ces demandes rejetées et toujours un peu plus en colère, bien sûr. Donc là aussi, les enfants le payeront un peu, ça va de soi. Alors jamais de manière franche et brutale, puisque le pervers narcissique agit toujours à la limite, qu'on ne puisse pas le démasquer ou prouver qu'il agit mal. Mais en tout cas, c'est à partir de là que vraiment il y aura un impact majeur sur les enfants et que je tenterai tant bien que mal pendant mes semaines de rééquilibrer au mieux. Et alors moi, après ce jugement, un matin où je devais aller chercher mes enfants pour la semaine, elle tentera un guet-apens en fait à son domicile, donc avec l'aide de son père qui a à peu près le même fonctionnement, on va dire un peu plus bourrin par contre, pour me forcer à signer en fait les papiers de la CAF, comme quoi je cède à mon ex-femme les droits de CAF. Alors ça n'a pas marché parce qu'en fait il voulait absolument que je rentre dans la maison et que moi j'ai toujours refusé de mettre un pied chez elle, que j'attendais devant la porte. Mes enfants ont essayé de sortir. Leur mère leur barrait la route en me hurlant dessus. Le père, voyant que ça fonctionnait pas, que je cédais pas, il commençait à me menacer en disant que de toute façon il pouvait faire ce qu'il voulait, que j'avais aucun témoin. Ce qui était vrai parce que moi j'allais chercher mes enfants tout seul. Il y avait donc mon ex-femme, son père et son nouveau compagnon parce qu'elle avait refait sa vie depuis quelque temps déjà. Donc j'ai essayé de garder le plus mon calme en disant écoute, c'est le moment où je dois récupérer mes enfants. Elle refusait, toujours en m'insultant et en essayant de me forcer à rentrer pour signer ses papiers. Son père en me menaçant même physiquement, en venant me chercher, me bousculer pour que je réagisse. Donc voyant que même moi je ne m'énervais pas au bout d'un quart d'heure, les enfants ont pu sortir avec leur sac et nous avons pu partir. J'ai juste eu le temps de les amener à l'école et
Et moi, je suis parti dans la foulée à la gendarmerie. Et ça, ce fut quand même un événement très, très marquant pour moi. Moralement, ça a été dur de tenir et extrêmement traumatisant pour les enfants. Puisque c'est là où le plus jeune de mes enfants s'est rendu compte qu'en entendant sa mère hurler et les empêchant de passer, que leur mère était capable de mentir. Et je sais que pendant 3 jours, mes enfants m'en parlaient. Mais t'imagines, maman, elle a menti, elle ment. Et aussi, me voir agressé de la sorte, ça a été quelque chose de très choquant. Et c'est là où je ne peux que remercier ma famille, mon entourage, parce que sans eux, je ne sais pas comment j'aurais réussi à tenir sans tomber dans leur piège à chaque fois, quoi. À garder mon calme, parce que c'est vraiment très dur de devoir rester sans broncher avec toutes les attaques que vous subissez, surtout morales et là même physiques. Donc elle refera, donc on est en fin 2015, elle refera une assignation en référé cette fois-ci, en 2017, demandant encore une fois les gardes parce que ils avaient projet de déménager hors département et qu'il fallait absolument que la garde soit statuée pour la rentrée en septembre. Donc ça laissait peu de temps en plus pour se préparer. Surtout qu'elle demanda à ce que les enfants soient entendus cette fois-ci par le juge aux affaires familiales. Elle fit même écrire une lettre à l'aîné en demandant à être entendue parce qu'elle voulait partir avec leur mère. Et c'est là où vraiment j'ai eu très peur parce que déjà c'était un faux, ça n'a jamais été une demande explicite de notre aîné, et que l'aîné avait tellement peur de sa mère qu'elle était prête même devant la juge à dire exactement ce que sa mère voulait. Parce que mon ex-femme avait réussi à mettre une telle pression, un tel chantage, une telle peur en fait, que c'était presque plus facile de céder à sa mère plutôt que de dire réellement ce qu'elle voulait, parce qu'aucun des deux enfants n'avait envie de partir. Toute leur vie était là où elles ont toujours vécu, leurs amis étaient là, toute la famille était là. Non, pour elles, c'était impensable. D'ailleurs, le plus jeune d'entre eux en paiera le prix fort, puisque dans une conversation que sa mère n'était peut-être pas censée entendre, mais comme elle espionnait souvent ses enfants, la petite avait dit « Mais moi je suis bien ici, il y a toute ma famille, j'ai pas envie de partir ». Et pendant 3 semaines à peu près, elle lui aura fait vivre un enfer à chaque fois qu'elle était avec elle. Juste un exemple, pour avoir oublié de fermer une porte dans l'appartement, elle fut punie d'équitation pendant presque un mois. Et tout était prétexte à l'engueuler ou la punir ou la priver ou la rabaisser également. Donc peu de temps après, nous recevons la convocation au tribunal pour statuer avec le JAF. Mais avant, devait se passer l'audition donc de l'aîné. Et là, je dois avouer que la chance a joué en notre faveur, puisque son audition tombait une semaine où j'en avais la garde. Donc c'est moi qui l'accompagnerai, et je savais que ce serait moins stressant pour elle et que sa parole risquait d'être plus libre. Et ce qui fut exactement le cas, puisque la première question de la JAF fut « Bon, tu as demandé à me voir, pourquoi tu voulais me voir ?»
Et mon aîné a répondu, mais c'est pas moi qui ai demandé, c'est maman qui a fait la lettre. Moi, je n'ai jamais voulu être là. Donc à partir de là, la juge avait déjà compris. Donc elle a continué son audition et elle a bien vu que dans le discours, il n'y avait aucune envie de partir. Voilà, tout était faux. Elle s'est bien rendue compte que c'est la mère en fait qui avait qui avait fait une fausse demande. Et que ça venait pas du tout des enfants. D'ailleurs, donc 2 semaines après où nous étions convoqués, avant même que la parole soit donnée donc aux 2 avocats, la juge prit la parole et expliqua que la personne qui avait eu l'idée de lui envoyer l'aîné en audition était une très très mauvaise idée. Donc le ton était déjà donné pour la suite des 2 plaidoiries. D'ailleurs, mon avocate a su extrêmement bien utiliser cet argument. Et, sa plaidoirie était plutôt assez magistrale, je dois avouer. Et grâce à cela, quelques semaines après, j'obtenais la garde exclusive de mes 2 enfants. Et leur mère, déménageant à un peu plus de 400 km, ne les aurait que les petites vacances et la moitié des grandes vacances. À la suite de ça, 2 jours après la décision, je reçois un mail de mon ex-femme, tout mielleux, me demandant clairement de ne pas déclarer les enfants à la CAF pour qu'elle puisse, elle, les déclarer sous prétexte que, comme elle déménageait, qu'elle quittait son travail et que là-bas, elle n'avait rien, qu'elle n'avait pas assez de revenus. Parce que ce que j'ai peut-être pas dit avant, c'est qu'effectivement les droits lui avaient été donnés. J'avais tenu parole, j'avais dit que le jour où ma vie serait stable et où j'obtiendrais un emploi stable, je lui donnerais les droits. Ce que j'avais fait 2 semaines après sa tentative de guet-apens pour me forcer à signer les papiers. Donc vous imaginez bien ma réponse, qui fut négative, puisque moi je refusais de m'associer à ce mensonge auprès de la CAF. 1 semaine après, elle fit appel de la décision, mais pas du tout pour les enfants, uniquement pour remettre en question la pension qu'elle me devait, puisque comme j'avais la garde exclusive, une pension devait être donnée, qui est d'ailleurs dérisoire. Donc ça montrait bien qu'en fait, sa demande de garde, à la base, était uniquement pour un aspect financier, quoi. C'est ce que, en fait, les enfants lui rapporteraient et non pour avoir ses enfants avec elle. Donc bien sûr, elle perdit en appel, ça, c'était presque joué d'avance. Mais bon, tant que vous n'avez pas les verdicts qui tombent, vous êtes toujours un peu en stress d'une décision. Donc les années d'après furent beaucoup plus stables pour mes enfants. Bien que, au fur et à mesure justement que les années passaient, les vacances étaient toujours plus difficiles à chaque fois. Je vous avoue que l'état dans lequel étaient mes enfants avant de partir chez leur mère était assez déchirant. Et de plus, là-bas, c'était compliqué. À chaque fois, elle leur faisait payer en fait, la tentative de pression qui n'avait pas marché pour avoir la garde. J'aurais une multitude d'exemples pour vous montrer à quel point elle était vraiment, vraiment perverse. Et ça prendrait trop de temps déjà, et je pense que mon esprit en a occulté beaucoup parce que ça a été une période quand même très, très difficile à vivre ces moments de vacances. Il y a une anecdote qui, pour moi, résume bien à quel point un pervers narcissique peut être toxique. Mes enfants avaient demandé à rentrer un jour plus tôt parce qu'elles avaient cours le lendemain. Et donc, elles insistaient, leur mère refusait. Et au bout d'un moment, voyant qu'elles insistaient toujours, leur mère leur a dit, texto, « Si vous continuez, je vais me suicider, ce sera votre faute, mettez-vous bien ça dans le crâne. » Alors j'ai su bien après que c'était pas la première fois qu'elle leur parlait ou qu'elle leur faisait un peu ce chantage au suicide, mais de là, enfin, ces paroles pour moi étaient vraiment,
vraiment marquant surtout. Enfin, pour des enfants, c'est quand même terrible de se voir rendre responsable de la mort d'un de leurs parents. Parce que si même rationnellement on savait très bien qu'elle passerait jamais à l'acte, dans la tête d'un enfant quand même, ça, c'est des paroles qui marquent, qui vous imprègnent. Je pense que c'est à partir de là qu'elles ont commencé à réfléchir à ne plus vouloir y aller ou à trouver une solution pour plus y aller. J'ai plus exactement les dates en tête, mais je sais que en 2021, elles feront une demande de conjointe pour ne plus aller chez leur mère. Donc pour mes enfants, ce fut au début une victoire en demi-teinte, puisque donc, les droits de leur mère ont été suspendus, mais avaient été mis en place des visites médiatisées avec un tiers, donc dans un centre, j'ai plus le nom, comment ça s'appelle. Donc elles avaient des visites une fois par mois dans ce centre-là avec une éducatrice spécialisée. Et en parallèle, dans ce même centre, avait été demandé par le JAF une enquête psychologique. Donc les visites étaient complètement stériles. Hein. Moi, bien sûr, je n'y assistais pas, mais quand mes enfants me faisaient le retour, quasi personne ne se parlait. Il n'y avait que la médiatrice qui essayait de discuter. Dès que la médiatrice tournait le dos, leur mère qui faisait la toute gentille avec le sourire changeait complètement de tête dès que l'éducatrice avait le dos tourné. Ensuite, chacun de nous fut convoqué à un entretien avec une psychologue mandatée. Et là, le rapport de la psychologue à la fin fut presque sans appel. Leur mère avait complètement presque dévoilé son jeu devant la psychologue. La psychologue avait bien mis qu'il y avait des incohérences, qu'elle ne savait parler que d'elle, que jamais elle se remettait en question, que les enfants n'étaient jamais prioritaires dans son discours. Et bien que cette enquête montrait bon nombre de défaillances psychologiques de la mère, les visites étaient quand même maintenues. Alors il y en aura qu'une après, puisque par la suite elle les suspendra d'elle-même 1 an et demi plus tard, sans qu'il y ait eu de nouvelles médiations. Le centre a fait un courrier au juge, et le juge a décidé de suspendre les médiations également. Donc on peut dire que c'est à partir de ce jour où tous les trois nous étions définitivement libérés de cette pervers narcissique. Si je dois faire un bilan de cette période, je dois dire que je m'en suis rendu compte justement en préparant cet épisode qu'elle a presque été plus dure que quand je vivais avec une pervers narcissique. Quand nous étions ensemble, j'étais quelque part le seul exposé à sa perversion. Et là, maintenant que moi, j'étais plus là, c'est les enfants qui passaient en première ligne. Donc quand c'était leur semaine chez leur mère, il y avait ce sentiment d'impuissance et de culpabilité qui était très fort. Et c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. D'autant plus que quand vous sortez de 10 ans de souffrance d'une pervers narcissique, il faut aussi se reconstruire. Et ça ne fait qu'ajouter à la difficulté de se reconstruire. La deuxième difficulté, ça a été de devoir faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on écrit. Donc vous êtes dans un état de stress quasi permanent, presque quand vous êtes avec vos enfants. Et ça vous empêche de vivre normalement et naturellement pendant que vous les avez. Parce que tout ce qui pouvait être dit ou fait, à un jeune âge, forcément que la semaine, elles vont raconter des choses qui s'est passées chez l'un et chez l'autre. Surtout que leur mère, en fait, elle leur passait presque un interrogatoire les lundis où elle les récupérait. Elle s'arrangeait toujours à manipuler, à déformer tout ce qui pouvait être dit ou être fait,
à inverser aussi ce qu'elle faisait, ce que moi je faisais. Donc c'est-à-dire qu'à chaque semaine où je récupérais mes enfants, les premiers jours, il fallait rééquilibrer la vérité quelque part. Et vous imaginez bien à quel point c'est perturbant pour un enfant psychologiquement. Et c'est là où un pervers narcissique, par le biais des enfants, arrive à vous empêcher de vivre normalement, arrive à vous toucher quelque part, encore à vous nuire, et par ricochet à vous pouvoir vous reconstruire. Ensuite, le nombre d'assignations auprès du juge aux affaires familiales, ça aussi, ça a été quelque chose qui a été très éprouvant, nerveusement, psychologiquement. Devoir toujours prouver votre innocence, la vérité, votre intégrité. Et puis toujours ce stress que malgré toutes les preuves que vous avancez, que la juge, en fait, ne vous croit pas, parce qu'elle ne vous connaît pas, elle ne connaît pas non plus le profil de la personne en face. Et comme pendant 10 ans, la pervers narcissique avec qui vous viviez a tout fait pour que vous n'ayez pas confiance en votre parole, que même si la vérité était de votre côté, vous l'ayez toujours en doute. C'est un traumatisme qui vous reste même une fois séparés, parce que là en plus ça touche à vos enfants et c'est plus la même donne. C'est pour ça que j'avais titré Partir n'était qu'un début, parce qu'en fait toute ma vie personnelle, ma reconstruction, même mes proches ont été aussi touchés par ça, parce que c'est un sujet qui est toujours omniprésent. Vous êtes toujours sous tension, parce que assignation sur assignation, avec les temps que ça demande, en fait, vous n'avez pas un moment de répit quelque part. Et puis cette culpabilité constante par rapport aux enfants, par rapport aussi à la famille qui est impliquée, parce que je dois dire que moi, sans eux aussi, j'aurais pas pu, même l'aide financière qu'ils m'ont apportée pour avoir une bonne avocate pour me défendre, l'aide morale aussi pour tenir, pour pas flancher, pour pas non plus faire d'erreurs. Donc au final, même en essayant de me nuire et de se venger aussi, elle a réussi à toucher bien d'autres personnes, et c'est vous qui emportez toujours la culpabilité, quoique les personnes qui vous aident et vous aiment vous disent. En attendant, c'est toujours un sentiment qui vous reste. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Quels seraient les conseils que moi, en tout cas, je pourrais vous donner par rapport à mon expérience? Déjà, la première chose, il faut arriver à... Si vous vous séparez et vous avez des enfants en commun, trouver un fonctionnement avec le moins de contacts et d'interactions possible entre vous et le pervers narcissique. Ça veut dire avoir le moins de choses en commun. Par exemple, pour tout ce qui concernait mes enfants, j'avais fait en sorte d'avoir tout en double chez moi, pour ne jamais rien avoir à demander à leur mère. Ça fait que, en plus pour elles, c'était plus pratique. Elles n'avaient que leur sac de cours et leur doudou à amener quand il y avait changement de garde. Ensuite, ce qu'il faut apprendre à faire ou à être, je sais que c'est pas évident quand on n'est pas dans cette mentalité-là, c'est quand même être stratégique. Il faut garder le moindre mail, le moindre SMS, le moindre message vocal. Dans des conversations directes, si vous pouvez avoir une tierce personne témoin, c'est bien. Sinon, vous pouvez... Moi, je le faisais quand j'étais tout seul. J'enregistrais toutes les conversations avec mon téléphone portable. Les conversations téléphoniques aussi, j'avais trouvé une application qui permettait de les enregistrer toutes. Alors, il faut savoir qu'au niveau légal, un enregistrement ne peut pas être, par exemple, versé comme pièce si la personne qui est enregistrée n'était pas au courant. Mais c'est très utile en cas de déni, puisque bien sûr, vous savez qu'un pervers narcissique, il dit souvent des choses, quand vous lui remettez en face, il dit que non, c'est pas lui, que c'est vous qui inventez. Là, au moins, il y avait une preuve. Ensuite, par rapport aux enfants, il faut arriver à trouver l'équilibre entre les éveiller un peu
aux pervers narcissiques sans leur dire frontalement, voilà, ta mère est pervers narcissique, par exemple. La seule chose que ça risque de créer, ce sera du déni de la part de votre enfant. Moi, j'ai toujours cherché à les amener à se questionner sur ce qui semblait normal, rationnel, cohérent et incohérent. Qu'elles comparent aussi avec leurs amis à l'école. D'ailleurs, je me souviens que mon deuxième enfant, quelques années après, en avait parlé à des amis du primaire et il y avait une de ses amies, et ça l'avait tellement choquée, elle était partie voir son père qui était dans la police pour lui dire de faire quelque chose parce qu'en fait, elle avait trouvé ça tellement énorme et tellement difficile que, enfin, avec les yeux d'enfant, ça l'avait choquée, quoi. Mais c'est justement ça qui, voilà, vu le discours qui, elle, paraissait normal pour mon enfant et la réaction de ses amis, c'est ce qui fait que ça peut aussi leur montrer qu'il y a quelque chose qui est pas normal, donc de les éveiller à leur propre histoire, en fait. Ensuite, par rapport à soi-même, moi je vous conseillerais surtout de ne pas céder ni à la peur ni au chantage. Vous n'êtes pas responsable de ce que le pervers narcissique fait à vos enfants. Vous les protégez comme vous pouvez. Mais ensuite, malheureusement, c'est dur à dire, c'est dur à faire. Elles devront faire aussi leur propre chemin. De toute façon, quand elles sont en contact avec elles, vous n'avez pas la main. D'où le fait de les amener à se poser des questions aux enfants, à ce qu'ils trouvent par eux-mêmes, en fait, la défaillance de l'autre parent. Parce que par la suite, ça les amènera à eux à s'en écarter ou en tout cas en faire la demande. Donc faites-vous confiance, raccrochez-vous à ce que vous leur donnez, à l'équilibre que vous essayez d'instaurer, parce que ça portera de toute façon ses fruits. Parce que je le vois moi-même, même si mes enfants forcément ont été traumatisés, ont eu un suivi qui est fini actuellement pour les deux, malgré tout, il y a eu un équilibre qui leur a permis peut-être d'amortir ce qui aurait pu vraiment être violent. Ensuite, ce que je pourrais vous conseiller, c'est essayer d'être toujours le plus réglo avec tout ce qui a été défini. Et d'ailleurs, c'est un point important, c'est n'hésitez pas, lors peut-être du premier jugement, à tout écrire, même le moindre détail. Un jour, une heure précise, pour que le pervers narcissique en face ne puisse pas s'engouffrer dans une faille ou dans quelque chose qui n'aurait pas été écrit. Parce que le pervers narcissique cherchera toujours à s'en servir pour vous faire chier, tout simplement. Donc servez-vous toujours de ce qui a été écrit. Servez-vous aussi beaucoup de la loi. Parce qu'un pervers narcissique, s'il se met toujours à la limite, il la transgressera jamais frontalement, franchement. Parce que sinon, il se mettrait à découvert de qui il est réellement et il courrait à sa chute. Donc, ne faites pas de compromis entre vous, non. Servez-vous de ce qui a été ordonné par la juge, ce que disent les lois. Je sais que ça peut être épuisant comme ça, mais croyez-moi, vous verrez que ça peut vous protéger dans bien des cas. Ça veut dire aussi, débrouillez-vous aussi le plus par vous-même. Je sais que ça peut être compliqué. Méfiez-vous peut-être toujours de ce qu'un pervers narcissique pourrait vous proposer qui a l'air d'aller dans votre sens, parce qu'il s'en servira facilement comme chantage, comme monnaie d'échange. En somme, il faut être le moins redevable d'un pervers narcissique, parce que c'est une opportunité pour lui de pouvoir vous atteindre. Alors je sais que par moments, ça peut avoir un coût financier, par exemple, plus élevé, mais c'est aussi une tranquillité en plus, et ça n'a pas de prix. Et dernier conseil, mais pas des moindres, ne vous oubliez pas. Autorisez-vous à vivre. Prenez le temps aussi de votre reconstruction, parce que n'oubliez pas que c'est vous qui avez été aussi détruit en premier. Et qu'il n'y a pas à culpabiliser, à penser à soi, parce que vous existez en tant que personne et vous avez le droit. Et n'oubliez pas que vos enfants, ils ont envie de vous voir heureux. Et c'est quelque chose peut-être qu'on oublie trop souvent, c'est que l'impact de notre état psychique, moral, sur les enfants. On est tous liés. Si les difficultés de nos enfants peuvent nous toucher, il en va de même aussi pour les enfants. Donc
En fait, c'est un équilibre. Il faut arriver aussi à prendre du temps pour vous, à arriver à vivre, à faire des choses pour vous, des choses qui vous font du bien. Donc profitez de ces moments où, si vous avez par exemple comme moi une garde alternée, ces moments calmes, ces moments où vous n'avez rien à gérer que vous-même, sortez, vivez, revivez. Et en plus, ça ne fera que vous redonner un peu plus de force, d'endurance, de courage pour la suite. Et si vous avez des personnes ressources, si vous avez de la famille proche, des amis proches qui vous aiment et qui sont prêts à vous aider, voilà, n'hésitez pas. Je pense qu'en plus, ils seront heureux de pouvoir vous rendre service et de voir justement que ça vous aide à aller mieux. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Alors je dois vous avouer qu'il a été bien plus dur moralement à faire que le premier. Parce que c'est vrai que j'ai dû me replonger dans pas mal de choses qui étaient assez douloureuses, mais qui étaient nécessaires. Donc j'espère avoir été assez fluide, cohérent et ne pas avoir trop oublié de choses. Si jamais c'est le cas, bien sûr, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions, des interrogations, des suggestions, peut-être des éclaircissements aussi. J'y répondrai avec plaisir. Un grand merci à vous tous qui m'avez écouté juste là. Et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode, un nouveau thème cette fois-ci. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Salut, salut!